Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 19 décembre sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité. La remise de prix annuel du Yacht Club avait lieu hier soir. Dans un reportage, vous découvrirez les visages des membres récompensés par le prince Albert II pour avoir brillé dans différentes compétitions nautiques au cours des 12 derniers mois. L'accord Pélagos a fêté ses 25 ans au musée océanographique. Une équipe de Monaco Info était sur place et reviendra sur cet engagement historique pour protéger les mammifères marins en Méditerranée. Nous parlerons de foie gras et autres mets servis à l'approche du réveillon. Notre premier invité sera Raffaele Pluchino, le chef du restaurant Tavolo de l'hôtel Columbus, nous donnera tous ses conseils pour un dîner festif réussi. Et puis nous recevrons également Hugo Bardin alias Paloma. La drag queen s'apprête à enflammer le théâtre Princesse Grace ce soir pour clôturer sa tournée au succès renversant en France. On démarre cette édition au Yacht Club de Monaco qui a organisé hier soir sa traditionnelle intronisation avant les fêtes de fin d'année. En présence du souverain, 47 nouveaux membres ont été accueillis au sein de ce Yacht Club prestigieux. L'occasion également lors de cette soirée de remettre les awards du club. Un sujet de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Chaque année, à la même période, le Yacht Club de Monaco organise sa cérémonie de remise de prix, récompensant ainsi les membres qui se sont illustrés dans les différentes mers du monde. Un prix spécial a tout d'abord été remis à 2 membres du club, à la tête de 2 syndicats engagés dans l'America's Cup, Matteo de Nora et Saskia Clark. Cette jeune femme a terminé 2e de la première édition de la Women's America's Cup. La jeunesse est montée également sur la scène. Parmi tous ses futurs champions, Océane Schroeder, 13 ans, elle a débuté la navigation à l'âge de 5 ans. Océane est repartie avec le trophée de la jeunesse grâce à sa victoire lors de la Coupe internationale dans la catégorie féminine à La Rochelle. Ça représente l'année, ce qu'on a fait et nos résultats. Tu as fini première fille dans une régate, quel est ton objectif ? De finir première au général avec les filles et les garçons. A noter que le prince Charles de Bourbon-Sicile a reçu un prix dans la catégorie Esmeralda 888. La soirée s'est achevée avec la remise de prix du marin de l'année 2024. Parmi les 6 lauréats, le grand vainqueur est Graham Peterson, vice-champion du monde en Club Swan 50. It's a great honour and it's a pleasure because the Yacht Club of Monaco is such a prestigious yacht club in the world, and to be offered this prize is amazing. Lors de cette soirée, Boris Herman, le navigateur qui porte haut les couleurs du Yacht Club dans le Vendée Globe, a passé un message au milieu de l'océan pour notamment féliciter les vainqueurs. Boris Herman qui est actuellement à la 8e place du classement. Le prince Albert était également au Stade Louis II hier soir pour assister au choc de la 16e journée de Ligue 1. Un match avancé entre Monaco et le PSG. On retrouve Frédéric Elion pour évoquer cette rencontre. Frédéric, Monaco s'est incliné 4-2 au terme d'un match fou. Comme face à Benfica en Ligue des Champions, Sarah, on a assisté hier soir à un très beau match de foot entre Monaco et le PSG. Et comme face aux Portugais, Monaco a mené au score avant de s'incliner au coup de sifflet final. Monaco a d'abord été en difficulté en première période. Singo a évité le pire avec sa semelle sur le visage de Donnarumma. Puis le PSG ouvre logiquement le score à la 24e par Désiré Doué. En deuxième mi-temps, les Monégasques montrent un autre visage. Ben Seguir égalise sur penalty et Mbolo termine une belle séquence collective pour le but du 2-1 à la 60e. Le Louis II n'a pas vraiment le temps d'y croire. 4 minutes plus tard, Dembélé égalise de près avant que Gonzalo Ramos, de la tête sur corner, ne redonne l'avantage aux Parisiens à la 83e. Monaco aurait pu bénéficier d'un penalty pour le 3-3 à la 94e. Et finalement, Dembélé s'offre un doublé et tue tout suspense en fin de rencontre. 4-2, Monaco compte désormais 10 points de retard sur le Paris Saint-Germain. On connaît comment c'est difficile de venir jouer ici à Monaco. Même s'ils ont une jeune équipe, c'est une équipe qui enchaîne des bons matchs, qui est dans un bon moment. Et nous, on savait que ça allait être un match difficile. Et nous, on est arrivé ce qu'on est venu faire ici parce que c'était très important de prendre cet avantage. Ce sont 10 points de Monaco, on verra avec Marseille maintenant. Et voilà, c'est des confrontations directes, c'est très important. On a réussi à gagner Lyon, et on a réussi à gagner aujourd'hui contre Monaco. C'est bien pour la suite, c'est bien pour le championnat, c'est bien pour notre position dans le championnat. Il ne manque pas beaucoup, mais c'est vrai que
On prend but, on prend 4 buts aujourd'hui encore. C'est difficile contre des équipes comme ça. Mais comme j'ai dit, pour moi, ce qui fait mal, c'est vraiment quand on prend le 2-2 un peu trop rapide. On revient de la mi-temps, on fait beaucoup de choses justes, on les provoque, on les a un peu où on veut. Pareil contre Benfica, après on prend un but, après ça nous rend un peu la tâche un peu plus difficile. Mais je trouve que même après le 2-2, on a continué à jouer. Même après le 3-2, on a une grosse occasion et peut-être même, pour moi, peut-être encore une chance 50-50 peut-être d'avoir un penalty. Donc je ne trouve pas qu'on était trop loin, mais c'est des choses qu'il faut analyser, apprendre. C'est sûr qu'être intelligent pour le retour. Et avant le match retour prévu en février, Monaco aura l'occasion de prendre sa revanche et de gagner un titre le 5 janvier au Qatar avec le Trophée des Champions. Sur le volet environnemental, l'accord Pelagos souffle ses 25 bougies pour marquer ce quart de siècle d'action entre Monaco, la France et l'Italie en faveur des mammifères marins. Une journée d'atelier était organisée hier au musée océanographique. Émilie Flamin et Alexandra Marangoni y ont assisté. Promouvoir des actions en faveur de la protection des cétacés et de leurs habitats. C'est le rôle depuis maintenant 25 ans de l'accord Pelagos. Créé en 1999, il a permis depuis de mettre en place des législations ou encore des zones marines protégées, mais aussi de rassembler. Un résultat important pour l'accord Pelagos, c'est la création de réseaux avec les municipalités de l'accord Pelagos, du littoral du sanctuaire Pelagos. Nous pouvons compter aujourd'hui sur presque 100 municipalités qui œuvrent en faveur de la protection des cétacés et qui ont augmenté leur implication pour les activités de l'accord Pelagos l'année passée. Pour l'occasion et parce que le travail continue, 2 partenariats ont été signés. Aujourd'hui, il y a eu la signature avec l'Inforac. Il s'agit d'une coopération concrète pour la mise en valeur des données et des résultats qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Et puis nous avons eu la signature avec la Commission baleinière internationale. Nous travaillons déjà avec eux, mais aujourd'hui nous avons eu une signature formelle. L'année prochaine, l'accord Pelagos sera au cœur de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans pour continuer à préserver notre belle Méditerranée. Et puisqu'on évoquait l'Italie, qui fait partie des 3 pays de l'accord, direction sa capitale, Rome, où une délégation monégasque s'est rendue début décembre. En qualité d'observateur, la principauté a participé aux travaux de la 176e session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Plusieurs décisions ont été adoptées par consensus pour réduire l'insécurité alimentaire dans différents territoires politiquement instables, comme Gaza, l'Ukraine et le Liban. Le réveillon approche, c'est dans moins d'une semaine. Et pour celles et ceux qui reçoivent chez eux, l'élaboration d'un menu est parfois un véritable casse-tête. Si vous êtes dans ce cas, rassurez-vous, le chef de l'hôtel Columbus, Raffaele Pluchino, est avec nous ce soir pour nous aider. Bonsoir chef. Bonsoir à tous. Alors dites-nous, quels sont les ingrédients indispensables pour un repas de fête réussi? Alors nous, au Columbus, pour le moment, j'avais un menu de Noël et l'ingrédient que nous utilisons, nous basons sur la tradition et spécialement sur les ingrédients de la saison. Durant la saison, maintenant, c'est les castagnes. Nous avons une assiette à bas de foie gras, c'est une assiette à bas de poissons tout cru, frais, dans la crevette. Et après, c'est un peu des classiques de la France aussi, comme la tartiflette. Et après, c'est passé à tout choix de dessert. Un, c'est un tiramisu, mais c'est un peu particulier, que c'est avec le protagoniste, que c'est le sésame. Et un canol aussi signé au chocolat, parce que moi, je suis d'origine sicilienne. Et après, nous avons une nouvelle présentation originale de le traditionnel panettone. Comment est-ce que vous avez élaboré ce menu? Est-ce qu'il y a des tendances aussi cette année en termes de saveurs, que ce soit salé ou sucré?
Alors, comme déjà mentionné, moi, je me basais toujours sur les produits de la saison. Donc, c'est très important faire attention et respecter la saison. Par exemple, les castagnes, nous avons pensé en un classique soupe de castagnes qui c'est un peu de régionalité et de différence avec un peu de calvados et huile d'olive. Après, nous avons un peu de tradition dans la côte comme le foie gras et nous le faisons avec une réduction de porto et des chips de topinambour. Et aussi, nous avons un grand plat de poissons. Ici, c'est seulement l'entrée où on peut trouver les crevettes, les gambas frais avec un sauce cocktail, 3 huîtres, avec la sauce mignonnette classique et aussi c'est including un sashimi de saumon avec la sauce soya. Est-ce que vous avez quelques conseils pour celles et ceux qui ne sont pas très doués en cuisine? Est-ce qu'on peut faire simple et bon pendant les fêtes? Oui, moi que je conseille pour la maison de penser à la tradition de le pays d'origine, de suivre seulement l'ingrédient et de faire le plus facile. Le truc, c'est la passion, l'amour. Donc, dans les menus, les très faciles que vous pouvez proposer à la maison, c'est par exemple la tartiflette. La tartiflette, c'est un plat traditionnel de la France, c'est basique, c'est seulement en préparation des pommes de terre gratinées avec la poitrine de porc et l'exceptionnel produit que c'est le reblochon qui offre toute la France. Mais si vous voulez faire quelque chose encore de très original avec la tartiflette, vous pouvez proposer par exemple à la truffe. C'est seulement ajouter un peu de crème à la truffe. Et c'est quelque chose de différent que vous pouvez faire. Donc c'est original, c'est facile pour tous les invités que vous recueillez à la maison. Voilà. Et enfin, parce que c'est un sujet important pour vous, comment est-ce qu'on peut penser un menu festif tout en évitant le gaspillage alimentaire? Oui, c'est très important. Récemment, on a fait un événement au Muséum océanographique de Monaco. Voilà, pour l'occasion, moi, pour donner un exemple, j'ai présenté un quiche qui se peut faire toutes les personnes à la maison, que c'est très facile, et c'est utiliser le 100% de la carotte. Donc j'ai utilisé le 100% tous les éléments de la carotte, de la peau à la fan. Par exemple, avec la peau, normalement, nous la jeter. Non, tu peux faire un très joli broth végétarien, seulement utiliser la peau de la carotte. Avec l'intérieur de la carotte, j'ai fait la farciture avec un peu de fromage mascarpone. Et avec la fan, l'eau verte, nous utilisons pour faire un pesto. Donc, le pesto de la fan, le remplacer le typique classique pesto de le basilic. Merci beaucoup, chef, pour vos précieux conseils. Merci. Un autre chef talentueux de la principauté, Dominique Laurie, propose de son côté, dans le lobby de l'hôtel de Paris, un afternoon tea. Le concept, se réchauffer autour d'une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud et savourer de succulentes mignardises au pied du majestueux sapin Chopard. Ce reportage chic et gourmand est signé Émilie Flamin et Camille Caloni. Mignardises sucrées et salées, et si vous preniez le thé comme en Angleterre, mais avec un chocolat chaud, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui d'Alain Ducasse. Avec un bagels avec un gravlax de saumon, une crème cheese. On a fait un croque-truffe avec un comté de 24 mois et truffes noires fraîches. On a fait un petit pain viennois au homard. Et une brioche crème acidulée caviar. Voilà. Ça c'est pour la partie salée. Et pour la partie sucrée, on a mis 5 pâtisseries différentes. Il y a un mini Saint-Honoré, il y a un Mont Blanc revisité, une tarte aux agrumes, une tarte au chocolat et un petit Paris-Brest. Sans oublier le classique des afternoon tea, les scones. Une véritable expérience gustative qui revient pour la 2e année à l'Hôtel de Paris. L'année dernière, ça a très bien marché. Et cette année, on a voulu aussi qu'il y ait de l'animation dans le lobby, autour du sapin. Un bon moment savoureux, réconfortant avec ce chocolat chaud. Et puis la gourmandise avec les pièces salées et sucrées qu'on a préparées pour eux. La formule sera proposée jusqu'au 5 janvier et il faudra compter 85 € par personne. Et sachez qu'on vous accueille de 15 h à 18 h.
L'exposition universelle d'Osaka ouvrira ses portes au mois d'avril prochain. La principauté de Monaco disposera d'un pavillon qui est actuellement en cours de finalisation. Pour mettre en lumière sa participation à cet événement, des interviews sont actuellement menées par les équipes du pavillon Monte-Carlo avec des personnalités japonaises résidant ou travaillant à Monaco. C'est le cas de la danseuse Mimosa Koike que vous voyez sur ces images. Elle a été interviewée hier à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Connue du grand public pour avoir remporté le titre de Reine de France de la saison 1 de Drag Race France, la drag queen Paloma sera sur les planches du théâtre Princesse Grace ce soir pour interpréter son premier seul en scène, Paloma au pluriel. Sous ce personnage haut en couleur se cache en fait le comédien français et réalisateur Hugo Bardin. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous à quelques minutes de la représentation ? J'ai hâte, c'est la première à Monaco, je n'étais jamais venu et je découvre le théâtre de la Princesse Grace qui est très beau. Alors parlez-nous de ce spectacle. D'abord, comment est né le personnage de Paloma ? Paloma, elle est née dans un film puisque à la base j'avais écrit un court-métrage. Je voulais faire du drag mais je ne savais pas comment m'y prendre parce que je suis comédien et que dans le milieu du théâtre et du cinéma c'est parfois un petit peu compliqué de tout mélanger. Et je me suis dit je vais jouer une drag queen au cinéma, ce sera un bon prétexte. Et la réalité a dépassé la fiction. Et ce personnage s'inspire de Paloma Picasso, c'est ça ? Oui, je m'inspire de... Enfin, j'ai nommé mon personnage Paloma en hommage à Paloma Picasso, fille du peintre, femme d'affaires, collectionneuse, créatrice de parfums et de bijoux dans les années 80. Et je voulais une figure féminine forte et indépendante des années 80 qui me fasse penser un peu au cinéma d'Almodovar, donc c'était parfait. Le spectacle donc s'appelle Paloma au pluriel. Est-ce que ça fait référence donc aux différentes personnalités féminines que vous incarnez ? Oui, disons que Paloma est un peu un prétexte pour remplir la salle, parce qu'en réalité on voit tout sauf Paloma dans le spectacle. Je joue 7 femmes très très différentes les unes des autres, que ce soit Fanny Ardant, Marie-Antoinette, ou toute une galerie de femmes qui sortent de mon imagination, que j'ai pu croiser dans ma vie, mais qui ont toutes en commun d'être assez remontées contre le patriarcat, d'une manière ou d'une autre. Et parlez-nous par exemple de ce personnage de Fanny Ardant. Fanny Ardant, je l'ai jouée dans Drag Race et je la joue depuis que j'ai 9 ans. Donc j'étais un peu obligé de la faire dans ce spectacle. Je commence par elle. C'est léger, c'est absurde. Je me moque gentiment de toute cette famille du cinéma français, de l'entre-soi que j'ai pu connaître toutes ces années où j'étais coiffeur et habilleur au cinéma. Mais c'est aussi une déclaration d'amour aux actrices. Et en même temps, il y a quelques petits pics. Voilà. À une certaine génération qui est un petit peu problématique parfois. Et parlez-nous de ces femmes, donc elles sont toutes différentes, elles viennent toutes de la même époque ? Alors bizarrement, j'ai remarqué ça, j'ai beaucoup de femmes de plus de 50 ans, parce que je crois qu'elles m'inspirent plus. Aussi parce qu'il y a un truc à raconter sur les hommes et sur le patriarcat. Je pense que les nouvelles générations ont déjà plus de facilité à s'exprimer, mais je suis intéressé par toute cette génération de femmes justement qui, à 50 ans, se rebellent. Et elles sont toutes assez en colère dans le spectacle. Certaines ne se rendent pas forcément compte qu'elles le sont, mais elles le sont quand même. Et quelles sont les thématiques que vous abordez ? C'est un spectacle d'humour, donc moi j'essaie avant tout de divertir et de divertir au-delà de la sphère queer et LGBTQI+, que je représente humblement. J'essaie de fédérer justement bien au-delà, donc il y a des thématiques qui sont très grand public, mais j'essaie quand même dans le spectacle, dans un contexte humoristique, d'aborder des sujets un petit peu plus politiques et un petit peu plus sérieux. Mais c'est surtout un spectacle d'humour noir, et ça je le revendique, c'est de l'humour noir, et les personnages que je joue, je ne les défends pas, elles sont parfois très méchantes et elles sont parfois très problématiques. Et quel travail cela vous demande d'incarner ces personnages ? Parfois vous devez même changer d'accent, évidemment changer de look, tout est réfléchi ? Oui, après j'ai tuilé le spectacle d'une certaine manière aussi pour que ce soit plus simple et que ce soit fluide, parce que je supporte pas moi quand les spectateurs attendent, quand il y a des changements de costumes interminables. Moi ça dure 10 secondes et ça enchaîne. Donc j'ai tout misé sur le jeu. Il y a très peu de costumes, c'est très simple dans la mise en scène. Mais ça passe par le jeu, voilà, par des voix, par des accents, par de la démarche, par un rythme différent pour chaque personnage. C'est un peu schizophrénique, mais c'est assez jubilatoire à faire. Et ça fonctionne, hein, vous l'avez dit vous-même, le succès était complètement inattendu.
Ce qui est merveilleux surtout, c'est que le public a changé. Au départ, j'avais un public très Drag Race, forcément. Et puis plus la tournée a avancé, plus le bouche à oreille s'est fait. Et maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir et ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Alors, j'imagine que pour certains, ils ont un peu les oreilles qui frisent. Mais pour d'autres, c'est une découverte que j'espère heureuse. Et puis j'espère aussi faire un peu changer de point de vue à certaines personnes qui ont des a priori sur ce que je fais ou sur le drag en général. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Hugo Bardin. Je vous en prie, et j'espère que le public monégasque sera ravi d'avoir une reine pour une fois et pas que des princesses. Nous allons aborder un tout autre spectacle à présent, le tout dernier du Monaco Dance Forum 2024. Le festival a permis au public monégasque de découvrir du 11 au 18 décembre une grande diversité de styles chorégraphiques grâce à 7 compagnies internationales de danse et notamment en clôture hier, une compagnie norvégienne dans un spectacle intitulé Made in Oslo. C'était au Grimaldi Forum et ça nous est raconté par José Sacré sur des images d'Olivier Bonello. Pendant plus de 30 ans, Oslo Dance Ensemble a été la compagnie de danse la plus populaire de Norvège, mais ne s'est jamais produite à l'étranger. Lorsqu'elle a fermé ses portes, en 2018, le chorégraphe Joe Stromgren a rassemblé une sélection de ses créations pour cette compagnie dans un triple programme regroupé sous le titre Made in Oslo. C'est ce programme qui a été présenté le 18 décembre au Monaco Dance Forum. The first piece is called Gone, and it's a poetically beautiful piece where we have some moving walls and a blue carpet that we dance on. And then we have the second piece, which is The Ring. This is a favorite among the audience because it has a bizarre sense of humor and with a much more up-tempo music. And we have some fighting on stage and we have some funny episodes, so this is a very fun piece. And then the last one is called Kvart, which has a square white carpet that is soft and beautiful to dance on. But we have a very powerful music that will take us through some drums from Finland and will end in a big crescendo in the end. Ainsi s'est terminé le Monaco Dance Forum édition 2024. Rendez-vous à partir du 29 décembre au Grimaldi Forum pour la Mégère apprivoisée de Jean-Christophe Maillot. La Mégère apprivoisée récompensée par 3 masques d'or. Le ciel va-t-il se découvrir demain? Pour le savoir, nous accueillons Alban Gingembre. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Alors nous aurons d'abord affaire à un ciel très nuageux et de possibles averses en début de matinée, mais nous serons plus chanceux en deuxième partie de journée avec un ciel totalement dégagé et ensoleillé. Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et en ce vendredi 20 décembre, nous fêterons les Théophiles. Merci Alban. Ce journal touche à sa fin et pour le refermer en beauté, je vous propose de plonger dans la magie des fêtes de fin d'année. Et les images de Manuel Vitali qui vont suivre sont un avant-goût de ce qui vous attend samedi dans la grande émission de Noël présentée par Christinda Petit-Homel sur Monaco Info. Un long format inédit au plus près des traditions et du savoir-faire unique de la principauté et en particulier de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Passez une excellente soirée et à demain 19h pour un nouveau rendez-vous avec l'info.